directeur du fonds FHF, Recherche et Innovation, et docteur en sciences du vivant. Le fonds FHF, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds de dotation, donc le fonds de dotation de la Fédération hospitalière de France, avec 3 missions. Une première mission de promotion de l'innovation, donc ça va tout être la promotion à la fois de l'innovation, des innovations et de la culture d'innovation, et ça c'est vraiment important, la culture d'innovation. Ensuite, une deuxième mission de conduite du changement, c'est vraiment anticiper ce qui arrive dans notre société, comprendre les transformations pour faire en sorte de bien se préparer et de les accompagner au mieux. Et enfin, une troisième mission qui est l'accompagnement de projets innovants hospitaliers, donc directement avec les établissements de santé. Ça peut être soit par un accompagnement méthodologique, soit par de la mise en relation avec des startups ou des entreprises qui répondent à des problèmes que rencontre l'établissement de santé. L'innovation, effectivement, elle est partout, elle peut être technique, technologique, et souvent d'ailleurs quand on parle d'innovation, on pense aux innovations technologiques. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, avec le développement du numérique aussi à l'hôpital, on pense beaucoup à l'innovation numérique. Moi, je pense que l'innovation, elle est partout ailleurs, en fait, elle est souvent pas forcément numérique, et pas forcément très technologique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'innovations à l'hôpital qui sont des innovations organisationnelles. La qualité des soins, la qualité, la sécurité des soins pour le patient, tout ça, c'est beaucoup de processus organisationnels qui, je pense, sont à mettre en place. Et c'est pareil, ça va, encore une fois, avec cette culture d'innovation. Il faut se dire, on a des choses à améliorer, il y a des choses qui ne vont pas. Si on considère que tout va bien, je pense qu'on n'est pas dans une optique où on peut intégrer des nouvelles innovations, des nouvelles organisations pour améliorer les choses. D'où, encore une fois, cette importance d'avoir cette culture d'innovation et de se dire qu'est-ce qui ne va pas dans mon organisation actuellement, qu'est-ce que je peux essayer d'améliorer pour faire en sorte de bouger les choses. Et donc l'innovation, elle n'est pas forcément technologique, elle est bien sûr souvent organisationnelle. Et d'ailleurs, quand elle est technologique, elle est souvent accompagnée d'une nouvelle organisation. Ça entraîne souvent des changements organisationnels. Donc je dirais même qu'en général, l'innovation est souvent organisationnelle. Elle peut s'appuyer sur un socle technologique éventuellement. Effectivement, l'innovation à l'hôpital, c'est important. Ce n'est pas la mission primordiale de l'hôpital. L'hôpital, il a une première mission qui est le soin, il a une seconde mission qui est la formation, et une troisième qui est la recherche, dans certains cas, notamment pour les CHU. Et en fait, l'innovation, pour moi, ce n'est pas une mission supplémentaire, c'est un peu une lame de fond qui est là tout le temps, qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que l'hôpital, c'est une entreprise de service, c'est une entreprise publique, mais c'est une entreprise de service. Et comme toute entreprise de service, il y a différentes couches logistiques, administratives, etc. Et tout ça, c'est des sujets où l'innovation a sa place et elle peut apporter de l'efficience. En fait, je pense que ce qui est important à l'hôpital, c'est de comprendre que l'innovation, il ne faut pas la prendre que dans le sens innovation clinique, mais vraiment de façon globale, où l'innovation, elle touche tout, aussi bien le RH, l'administratif, la logistique, que la gestion des plannings, etc., etc. Et ça touche aussi le clinique, mais ça touche vraiment tout, et il y a toutes ces couches-là, et pour accompagner l'innovation dans toutes ces couches-là, il faut se structurer, il faut aussi avoir une culture d'innovation. Je reviens à ça, et c'est ce que je disais dans mon propos introductif, la culture d'innovation est extrêmement importante, parce que c'est ce qui va pousser les gens en fait à se remettre en question, à remettre en question des pratiques et se dire comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et où est-ce qu'on peut apporter de l'efficience. Et ça, c'est le premier pas, c'est la première clé à déverrouiller pour ensuite pouvoir prétendre à déployer des innovations au sein de l'hôpital. Alors je pense que ça doit, pour le coup, alors l'innovation c'est quelque chose qui vient du terrain, mais pour le coup cette première clé, je pense qu'elle doit venir d'en haut, et ça doit être un signal qui doit être envoyé par les dirigeants de l'établissement, de dire à leurs équipes, allez-y, je vous fais confiance, je vais vous écouter, aidez-moi à identifier vos problèmes, à comprendre vos problèmes et à trouver des solutions pour les améliorer. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est facile. Bien sûr que dans les faits, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette culture d'innovation, d'envoyer des signaux. Ça peut être la structuration d'une direction innovation, ça peut aussi être la structuration d'événements dédiés à l'innovation au cours de l'année pour montrer à nos équipes, voilà, c'est un sujet qui est là, qui existe, qu'on prend en compte et qu'on est prêt à écouter et sur lequel on est prêt à travailler ensemble. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Je pense que c'est lié à mon parcours, à des rencontres, à des connaissances. En fait, pendant ma thèse, on avait monté une association de e-santé en 2015-2016. À l'époque, quand on arrivait dans les hôpitaux, on parlait de e-santé, on nous regardait avec des grands yeux. Qu'est-ce que c'est? C'est un modèle qu'on avait importé en fait du Canada,
À l'époque, au Canada, ça s'appelait Akinels. Nous, on a recréé quelque chose parce que l'esprit d'Akinels nous convenait pas tout à fait et on a voulu l'adapter et le faire à notre sauce. Et donc l'idée, c'est ça, c'est que en parallèle de ce que je pouvais faire de mes activités de recherche, je me suis intéressé à l'innovation, pour le coup en e-santé, donc d'abord l'innovation numérique et comment est-ce qu'on faisait émerger ces solutions à l'hôpital. Et très vite, ça a soulevé beaucoup d'autres questions qui étaient: qu'est-ce que le management de l'innovation? Comment est-ce qu'on accompagne le développement d'innovation? Parce que ça, c'est autre chose sur lequel on se questionne pas souvent, mais l'innovation, c'est quelque chose qui se manage. C'est pas Archimède dans sa baignoire qui a un Eureka et boum, il a trouvé la solution pour trouver le volume d'or qui est dans la couronne de la reine, mais c'est vraiment quelque chose, c'est tout un processus, encore une fois, qui s'accompagne et qui se manage. Et aujourd'hui, quand je parlais de création de direction innovation, il ne faut pas le voir comme une direction qui va innover, mais c'est vraiment une direction qui va accompagner les innovateurs, donc qui sont issus du terrain, à innover, et donc qui va identifier sur le chemin de ces innovateurs les points bloquants, les portes à ouvrir, tous les points à débloquer, typiquement parce que l'innovation, encore une fois, on va sortir du cadre actuel, et donc si on sort du cadre actuel, on va désorganiser les choses, l'organisation actuelle, et donc ça, il faut l'accompagner. Et c'est vraiment ça qui est primordial pour à la fois pas déstabiliser l'hôpital, parce qu'il ne faut pas, en voulant innover, mettre le bazar, mais il faut vraiment l'accompagner, faire en sorte que les choses se passent au mieux. Et donc tout ça, c'est un processus qui s'accompagne et qui se manage. Un point aussi important sur l'innovation, c'est qu'il y a la création de l'innovation, il y a le test de l'innovation et sa validation, mais une fois qu'on l'a validé, l'étape souvent la plus importante et qui est souvent oubliée, c'est le déploiement. C'est comment est-ce qu'on généralise l'utilisation de cette innovation. Et en fait, on a d'abord des early adopters, donc des gens qui vont facilement prendre en main la solution, et d'autres qu'il va vraiment falloir accompagner. Beaucoup de personnes, quand on leur propose de changer, la première réaction qu'ils ont, c'est « Ah non, je ne veux pas changer, ça se passe très bien ». Encore une fois, tout ça, ça revient à cette idée de culture d'innovation. Et plus on diffuse cette culture d'innovation, cette idée qu'on peut être amené à changer pour s'améliorer, là on va aussi faciliter les choses et c'est une étape qui est vraiment essentielle. Souvent, je crois qu'il y a des chiffres qui disent que c'est 70 à 80% des projets d'innovation qui échouent à cause de cette étape de management du changement et de déploiement de la solution. C'est-à-dire qu'en fait, la solution en soi a été développée, elle fonctionne, mais c'est son déploiement qui n'arrive pas à son terme. Et ça, c'est dramatique, je pense, pour une solution. Il y en a plusieurs. Je pense que la première, c'est l'information, donc la communication, informer sur le fait qu'on a rencontré un problème, qu'il faut changer. C'est la formation. Les gens, pour pouvoir faire ce changement, ils ont besoin de se sentir en capacité de changer. Et donc pour ça, ça va être la formation. Et enfin, il y a d'autres leviers comme dès le début du process, c'est d'inclure les gens dans la création de cette innovation. À partir du moment où on participe à la création de l'innovation, à la mise en place de l'innovation, on est d'office beaucoup moins opposant. En général, ça va même être intéressant d'identifier les potentiels opposants à notre projet d'innovation et de se dire on va les inclure dès le début, parce que si on les inclut dès le début, ils peuvent devenir des vrais ambassadeurs. Et souvent les gens, quand ils s'opposent très fortement, quand ils sont aussi convaincus, ils vont être des vrais bons ambassadeurs de notre solution, et donc c'est plus intéressant de les avoir avec nous que contre nous. Et tout ça, c'est des processus, mais je pense que si on suit le développement naturel des choses, où on inclut les gens, on communique, on est transparent, et je pense que la transparence, c'est essentiel, c'est vraiment de partager la vision qu'on a de notre établissement de santé. Bah ça, c'est des choses qui permettent de faciliter le déploiement du changement par la suite. Là, on a beaucoup parlé de l'innovation, de son management au sein de l'établissement. Une deuxième chose qu'on voit beaucoup dans les établissements de santé, c'est des sollicitations des startups, donc d'acteurs extérieurs à l'établissement, parfois qui viennent même potentiellement de l'intérieur de l'établissement. Ça peut être des professionnels de santé qui ont développé des solutions qui montent des startups, ou ça peut être des chercheurs. On le voit ça existe souvent. Donc en fait, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important pour moi de s'organiser aussi à manager l'innovation et à manager ces acteurs-là, parce qu'on le voit, il y en a de plus en plus dans notre écosystème aujourd'hui, et ce nombre de startups va continuer à augmenter. Et donc, ça va être important de faire en sorte de s'organiser pour que ces gens-là, quand ils viennent solliciter l'établissement, ils ne viennent pas non plus nous déstabiliser. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'innovation potentiellement un peu déstabilisée.
Les startups, ce qu'elles font en général, c'est qu'elles vont voir un médecin, du personnel de l'établissement, suivant leurs futurs utilisateurs, et elles viennent tester leurs solutions avec eux. Et ça, c'est pareil, l'importance de diffuser la culture d'innovation, le fait qu'on organise tout ça dans notre établissement, c'est aussi envoyer le signal à nos professionnels de santé. Si vous êtes sollicité, si vous voulez tester des projets innovants, retournez-vous vers telle personne, vers tel guichet, pour organiser cette mise en place d'une expérimentation, et le faites surtout pas dans votre coin. Les directeurs IT appellent ça souvent le shadow IT, ça va être le développement d'un projet IT parce que c'est souvent du numérique, mais dans le coin, sans en parler avec le responsable de l'écosystème numérique de l'établissement. Et donc ça peut apporter d'énormes difficultés à l'établissement, que ce soit organisationnel, mais aussi des failles de sécurité. Je pense notamment aux dernières cyberattaques qu'il peut y avoir dans les établissements. Je ne dis pas qu'elles sont la cause de ces projets, de ces shadow projets, mais ça peut potentiellement être des risques importants pour les établissements de santé. Typiquement, il y a ce que je disais, il y a l'organisation en interne, donc faire en sorte que l'établissement soit organisé pour accueillir ces innovations. Et on fait aussi un travail sur l'écosystème extérieur aux établissements, donc l'écosystème notamment des startups, pour leur dire aussi, faites attention, ne faites pas ça, c'est pas la bonne porte d'entrée d'aller faire un projet dans son coin avec un professionnel de santé. Il faut que vous institutionnalisez votre projet, il faut que vous reboucliez forcément avec une direction, parce que c'est eux qui vont pouvoir décider si oui ou non ils vont acheter votre solution. D'ailleurs, à la fin, c'est eux qui vont signer le bon de commande, ce ne sera pas le professionnel de santé avec qui vous allez travailler. Et donc, c'est aussi sensibiliser les startups, leur dire attention, même si le professionnel de santé va vous dire non mais c'est bon, on peut travailler ensemble, il n'y a pas de souci, c'est pas lui qui décide. Et d'ailleurs, ça peut être tentant pour vous de se dire oui, on va travailler directement avec notre utilisateur final, c'est génial, il va pouvoir nous aider à développer la solution. Mais en fait, pareil, c'est une perte de temps, parce qu'au final, vous allez soit frustrer des gens que vous n'allez pas avoir inclus, donc ils vont se braquer, ils vont pas vouloir vous aider par la suite, soit vous allez en fait créer des problèmes, et c'est pareil, ils vont être bloquants après. Alors c'est plus long, mais il faut prendre le temps d'institutionnaliser le projet, de solliciter les professionnels de santé qui sont nos futurs utilisateurs, de les convaincre de l'intérêt de la solution. Une fois qu'ils sont convaincus de l'intérêt de la solution, il faut leur dire voilà, maintenant j'ai besoin aussi de parler avec vos responsables hiérarchiques, avec vos directeurs, vos managers, pour qu'on institutionnalise le truc, qu'on signe un contrat et qu'on se mette d'accord sur un cadre d'expérimentation. Tout ce que je vous raconte, c'est des choses qu'on a mis dans le guide OSPI-UP, donc qui est un guide de collaboration hôpitaux startup. Je pense que c'est même devenu, certains incubateurs ou responsables d'incubateurs me disent que pour eux c'est la bible de la collaboration hôpitaux startup. Et effectivement, on a voulu faire un programme, c'est un programme, c'est plus large que juste le guide parce qu'il y a des outils aussi en plus. Mais donc il y a ce guide à destination à la fois des établissements de santé, où on leur explique comment travailler avec les startups et comment s'organiser. Tout ce que j'évoquais juste avant, c'est aussi résumé dans ce guide. Et il y a le guide à destination des startups pour leur expliquer comment est-ce que fonctionne le système de santé en France de façon générale. Après, on peut toujours aller dans le détail en cliquant un peu partout, voir plus d'informations sur des sujets qui pourraient nous intéresser. Mais l'information principale, elle est disponible très rapidement. Et ensuite, il y a aussi comment est-ce que les établissements sont organisés, comment trouver le bon interlocuteur au sein d'un établissement, avant même comment trouver le bon établissement. Aussi, beaucoup de startups parisiennes ont tendance à vouloir travailler avec la PHP. Je ne dis pas qu'il faut fuir la PHP, mais ce n'est pas forcément le bon premier interlocuteur. Ce n'est pas l'établissement avec qui il faut travailler en premier. Il faut déjà être bien stable pour pouvoir travailler avec ce gros établissement, parce que forcément, comme c'est gros, comme c'est important, les process peuvent être beaucoup plus longs. Parfois, ça peut aussi être beaucoup plus rapide. Il faut aussi sentir un peu le truc, mais il ne faut pas mettre toutes ses billes dans le même sac. Et il faut faire attention quand on veut travailler avec les gros établissements. Nous, le conseil qu'on donne, c'est plutôt essayer de trouver un petit établissement qui a un peu de temps, qui est aussi potentiellement moins sollicité que les autres, qui serait OK pour tester votre solution, valider votre solution. Ensuite, pourquoi pas aller trouver un établissement plus important où vous auriez un Key Opinion Leader, donc quelqu'un qui pourrait vraiment valider et porter votre solution, et ensuite continuer le développement comme ça. Voilà, après, je ne le cache pas, ça c'est la théorie. Dans la pratique, il faut paralléliser, il faut aller voir plusieurs établissements à la fois, parce qu'il y en a qui vont être beaucoup plus réactifs que d'autres, mais il n'y a pas de règle. Et je pense que l'important, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup de facteurs humains dans tout ça.
c'est beaucoup de management humain, donc d'un établissement à l'autre ça peut changer, c'est de la relation humaine, il faut aussi faire très attention à ça. Et voilà, tout ça on le résume dans SpeeUp. Il y a beaucoup d'informations, de premières informations et d'informations aussi parfois un peu plus poussées. On a rajouté dernièrement un outil sur l'achat d'innovation, parce que quand on parle service public, on parle forcément commande publique, donc les marchés publics, tout ça, on explique comment ça fonctionne. Et on a même fait un outil pour identifier dans le code des marchés publics quelle est la meilleure procédure qui peut être utilisée pour votre solution. Donc soit pour la vendre si vous êtes la startup, soit pour l'acheter si vous êtes côté établissement de santé. Enfin, voilà, il y a des choses qui permettent de faciliter en théorie l'achat d'innovation, et ça on l'a résumé dans SpeeUp. Si on revient aussi côté établissement, dans le guide, comme je disais, on vous propose un modèle d'organisation de management de l'innovation. Donc il y a le modèle qui est proposé par le fonds FHF, ça va aussi bien de la structuration de l'équipe de responsables ou de direction innovation, jusqu'au processus d'évaluation d'une solution externe, donc d'une solution d'une entreprise innovante. Donc aussi quels acteurs on peut mettre dans la boucle pour évaluer une solution, que ce soit des incubateurs, des accélérateurs, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Enfin voilà, on peut aller solliciter beaucoup de ressources sur nos territoires pour essayer d'évaluer éventuellement les solutions qui pourraient venir nous solliciter. Et ensuite, il y a aussi toute la méthode d'organisation, et il y a beaucoup de retours d'expérience d'autres établissements qui ont structuré déjà des directions innovation. Donc il y a à la fois des retours d'expérience écrits, et il y a aussi les entretiens au SpeeUp, où là il y a à la fois le directeur général d'un CHU et son directeur à innovation. Ce n'était pas que réservé au CHU, mais c'est principalement les CHU aujourd'hui qui étaient organisés à l'époque quand on a tourné les entretiens au SpeeUp. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de petits établissements aussi qui se sont structurés avec un directeur qui prend en plus une casquette de directeur innovation. Même si l'innovation, on la retrouve dans tous les domaines, et ça pourrait concerner tous les directeurs, mais c'est bien d'avoir, je pense, une personne identifiée qui va soutenir les autres, comme je disais, qui n'est pas là pour innover, mais qui est là pour accompagner l'innovation. Donc tout ça, c'est résumé encore une fois dans le SpeeUp. À toute l'équipe de la Safe Team, bravo pour tout ce que vous faites, c'est top, continuez. Je pense que c'est important à la fois travailler sur la qualité et la sécurité des soins au travers des formations que vous proposez, et je pense aussi au travers de la base de données de retour d'expérience que vous mettez aussi à disposition. Je pense que c'est un outil essentiel pour les établissements. Je pense que c'est important d'aller voir ce que c'est, aussi de sensibiliser les professionnels des établissements de santé à venir référencer des choses dedans, parce que tout ça c'est du partage d'expérience, et c'est ce qui va nous permettre de continuer à nous améliorer, éventuellement même donner des cas d'usage à des entrepreneurs à l'extérieur qui pourraient se dire tiens, on peut innover là-dessus et apporter du coup de l'efficience aux établissements de santé. Donc bravo aussi à toute l'équipe de la Safe Team.